Et ça y est, nous sommes live. Bonjour et bonsoir à tous. Ici, c'est Nadi et Serge Kakilimbe du JCTUM TV et du JCTUM.com. Et bienvenue dans notre émission weekly, le Banco, donc business, analyse et commentaires. Et ça, c'est notre émission rétrospective, perspective de la semaine au samedi 7 décembre 2019. Donc, Nadi, bonsoir. Bonsoir Serge et bonsoir la communauté. Contente de vous retrouver. Et voilà, donc on commence notre petit résumé de la semaine. Yes. Voilà. Le crypto market a connu une semaine calme, mais ce calme laisse présager des troubles futurs qui vont agiter le marché et ranimer la volatilité qui est demeurée calme en ce début de mois de décembre. La question est la suivante. BTC au-dessus des 8 000 $ ou BTC sous les 7 000 $? Yes, un grand merci pour cette introduction. Et donc là, comme vous l'avez vu, la question est la suivante. Donc, on a bien vu le BTC baisser, atteindre la zone comme vous le voyez à l'écran. Donc là, c'est la rétrospective weekly. Voilà pourquoi est-ce que vous le voyez en rouge. Donc, c'est la zone des 7500. Vous voyez qu'on avait atteint les 7000, légèrement sous les 7000, revenir aux 7200. À un moment donné, durant la semaine, on a atteint les 7700, 7800, donc reflirter avec les 8000 et maintenant être dans cette zone intermédiaire des 7500. Donc, on voit que la perspective weekly, maintenant, on est à pratiquement du moins 3%. Global market cap, 200 milliards de dollars et dominance du BTC, les 66%. La question est, tiens, avec tout ce qu'on est en train de voir, bien évidemment, ne pas oublier en parallèle avec le stock market, qu'est-ce qui se passe dans les actifs à rente variable et où va aller le BTC. Donc là, maintenant, il y a une grosse question. Est-ce qu'on va revivre ce qu'on a revécu l'année dernière en 2018? Donc, rappelez-vous, c'était au mois de novembre. Maintenant, on voit qu'on a gagné en échéance, mais on se rapproche de la fin d'année. Où sont les perspectives BTC réellement? Donc, rappelez-vous, les experts et les analystes, avant qu'ils nous parlaient d'un BTC qui allait dépasser les anciens ATH, donc haut historique qu'on avait connu en fin 2017, donc c'est-à-dire au-delà des 2000, au-delà, pardon, des 20 000 $, etc. Là, maintenant, la perspective, lorsqu'on regarde les choses, c'est plutôt baissier. Maintenant, plutôt baissier, qu'est-ce que ça veut dire? On doit s'établir fermement et avec conviction, confirmer la baisse des prix sous les 7 000 $. Et si réellement on veut avoir des chances d'être aussi dans ce qui reste de cette fin d'année, être au-dessus des 8 000, mais vraiment gagner en momentum. Revenir dans la zone donc 8 000 $, au-dessus des 10 000, 14 000 et ensuite, pourquoi pas, aller au-delà des 20 000 $. Maintenant, avec tout ce qu'on a vu dernièrement, tout le FOMO que l'on a eu lorsqu'on avait les déclarations du président chinois Xi Jinping, est-ce que ça a généré? Et ensuite, on a vu que le Bitcoin n'était pas dans l'équation. On a vu comment le tout a baissé fortement. Donc maintenant, quel va être le catalyseur qui va faire en sorte qu'on monte? Oui, d'un autre côté, si on regarde ça aussi en parallèle avec le stock market, tiens, on voit qu'on a une extension, cycle business super haut, les earnings, c'était pas trop ça, Nasdaq, le S&P, le Dow Jones, comment dirais-je, une extension max en surévaluation. Le reste des marchés du monde, c'est pas trop ça, et on rajoute à ça des tensions que l'on a dans le monde, donc macroéconomique, États-Unis, Chine, etc., etc. Donc c'est pas trop ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être ce catalyseur? Petite note, en interne, on est tombé sur une pièce qui était super intéressante et on avait vu un sondage qui était fait aux PDG des grosses corporations. Ils leur ont demandé, tiens, quel est l'état de la blockchain chez vous? Donc, comment vous le voyez? Là, c'est du côté occidental, donc principalement les banques d'investissement, etc., etc. Et on a vu qu'il y avait pas mal de banques, donc des banques du genre Goldman Sachs, et c'était, si je me souviens bien, à State Street qui allait virer les 100 développeurs blockchain qu'ils avaient. Donc, intégrer la blockchain et tout bazar chez eux, donc tout ce qui était recherche, développement et tout ça, c'est annulé. Et maintenant, ils vont se focaliser uniquement sur la tokenisation, les security tokens et les stablecoins. Donc, voilà en gros ce qui est fait. Bien évidemment, blockchain, Bitcoin, mais bon, comment dirais-je, les deux vont main dans la main. Donc là, voilà en gros ce qui est en train de se faire. Donc là, on voit déjà qu'on est en train de réduire les effectifs et qu'on investit moins d'argent. Pourquoi? On a eu moins, on a engrangé moins de bénéfices durant l'année. Donc, c'est pas ici réellement qu'on met du capital pour commencer à innover, faire pas mal de choses. Donc, les échéances pourraient s'alourdir et même s'allonger. Donc voilà en gros ce qu'on constate ici. Donc ça c'est pour notre première note, comment dirais-je, introductive et surtout tiens maintenant la psychologie, comment ça va impacter le BTC, haussier ou baissier, et on voit que dans cette zone des 7500, là c'est plutôt quelque chose de baissier que l'on voit d'ici la fin de l'année, mais bien évidemment on sera là chaque semaine pour pouvoir analyser cela. Donc voilà pour l'introduction. Donc on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Crypto écosystème au 7 décembre 2019, weekly. Donc là, on a la rétrospective, le heatmap. Donc là, c'est en clôture du vendredi soir. Donc là, ce que vous voyez plus ou moins au niveau des prix. Donc là aussi, samedi matin, heure de Paris, plus ou moins à minuit 30, 1 heure du matin.
Et qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, on a vu qu'on a une semaine qui est rouge. Donc, rappelez-vous, ça, c'est la perspective weekly. On voit Ethereum dans le rouge, XRP est proche de sa zone des 22 cents. Donc là, au niveau psychologique, les 20 cents. BTC, comme on l'a dit, dans la zone des 7500. Et on voit d'autres projets, des projets clés comme le LTC sous les $50, BNB scotché à la zone des $15 et un projet qu'on suivait depuis pas mal de temps, le NEO. On l'avait vu haut, on parlait d'un retracement et on a vu clairement, on est sous les $10 et on a atteint les $8 comme on avait vu. Donc là, ceux qui suivent nos émissions, vous avez vu, ça fait quoi? 2-3 semaines depuis les déclarations du président Xi Jinping qu'on suivait cela et on s'attendait à avoir un retracement avec le NEO. Et bien là, on le voit, c'est fait. Donc, la perspective, comme on voit ici, elle est rouge. Donc, on va clôturer une semaine dans le rouge. Voilà comment est-ce qu'on commence le mois de décembre. Et donc, maintenant, on se dit, ben, tiens, qu'est-ce que ça va donner pour le reste du mois et surtout fin d'année, où va être le BTC? BTC 20 000 ou encore créer des hauts plus hauts? Personnellement, ben là, on voit pas, enfin, je ne vois pas comment il pourrait le faire. Et même si on le fait, on peut avoir énormément de volatilité. Mais rappelez-vous, hein, nous, on veut voir un BTC haussier et nous faire des hauts plus hauts et des bas plus hauts. Les bas plus hauts, OK, c'est ça. Mais il y a tellement de volatilité qui fait qu'on pourrait encore revenir bien plus bas. Donc là, on a en tête la zone des 3 300 $. Donc voilà. On poursuit, Nadie, s'il te plaît. Le stock market a connu aussi sa période de frayeur qui laisse présager une volatilité dévastatrice, qui rappelle en mémoire les faits de décembre 2018. Le timing est la ressource la plus précieuse dans cette phase du marché en vue de l'année nouvelle. Vigilance. Donc voilà, comme le dit le mot vigilance, et je rajouterai focus, comme on le dit au quotidien. Et rappelez-vous, on a déjà deux choses qui sont clés. Avec les deux actifs qu'on a à l'écran, ne pensez pas que ça n'a rien à voir avec les cryptos et surtout le Bitcoin. Le gold, vous le savez bien, on parle toujours du Bitcoin comme étant le gold digital. Donc on regarde la perspective de l'un et de l'autre. Lorsque le gold avait atteint ses plus hauts, comme on voit la zone des 1500, etc., à un moment donné, c'était gold $1 400 l'once Troy et le BTC à 14 000. Donc c'est du 10 à 1. Depuis lors, on voit que le gold s'est maintenu au-dessus des 1400 et le BTC pratiquement moins 50% par rapport à son niveau des 14 000 $. Donc là, il ne se maintient pas. On a vu les commentaires des analystes et des experts, mais c'est quoi? Ah, la phase digital gold, c'est pas pour maintenant, ça viendra bien plus longtemps. Alors maintenant, bah, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Ah bah tiens, le Bitcoin évolue comme un actif à rente variable. Donc là, comme une action qui cotise dans le S&P 500 par exemple. Donc on regarde le S&P 500 et on voit clairement un momentum haussier et on voit que le BTC n'est ni en corrélation positive avec le gold, ni en corrélation positive avec le S&P. Donc, c'est quoi réellement? On voit que les capitaux sont et dans le gold et dans le S&P, et dans le BTC, bah, tiens, c'est plutôt baissier ce qu'on peut constater. Donc, on voit qu'en cette fin d'année, on a le S&P qui revient à son pic, donc des 3100, 3200, plus ou moins, enfin 3150, on est dans cette zone. Maintenant, on pense à ce qui s'est passé l'année dernière, donc en décembre 2018, on a eu une méga chute des marchés, et donc là, c'est ce qu'on pourrait revivre. Donc là, comme je vous le disais au début d'émission, on a une extension qui est très sévère, donc là, l'addition est très lourde. Au niveau du S&P, l'extension est trop haute, donc on est en surévaluation. Maintenant, est-ce qu'on pourrait revoir aussi ce marché baisser? Donc si on verrait le S&P baisser, le gold, on va dire, là, qui pourrait baisser aussi, on voit clairement à l'écran hein, qu'on est en train de faire des hauts au plus bas et au plus bas. Donc là, c'est en journalier avec des bas plus bas. Donc on a un canal baissier qui pointe les 1440, pourquoi pas les 1400. Et d'un autre côté, le S&P, comme on voit ici, avec un haut et un autre haut plus haut, mais super éloigné. Donc là, on pourrait avoir un S&P qui pourrait revenir aux 3000. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis, bah, tiens, si on verrait une chute dans les actifs à rente variable, qu'est-ce que ça peut donner pour le BTC et pour les cryptos? Donc ça, c'est quelque chose de clé. Donc là, par rapport à cela, d'où le mot vigilance, il faut revoir et être flexible en termes de stratégie et la manière dont on va s'exposer dans le marché dans cette période. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut constater. Le S&P qui clôture la semaine de manière positive, il y a eu quelques données macroéconomiques qui étaient bien. Et le gold, bah, lui, il continue sa phase de retracement, mais il a déjà gagné cette année-ci. Maintenant, dans tout ça, le BTC, comment va-t-il évoluer? Donc voilà, on poursuit s'il te plaît. BTC USD, graphique Bitcoin. Ok, donc là on regarde un peu ce qui se passe et comme on a vu, hein, on a vu le gold qui maintient sa zone, enfin qui est dans sa phase de retracement mais qui maintient le niveau des 1400. Donc rappelez-vous, le BTC est au 14 000, on est dans la zone des 7 000. Et qu'est-ce qu'on voit? Bon, on a des bas, donc déjà ici on voit un bas plus bas, un bas plus bas, un autre bas plus bas. On a un haut plus bas et un autre haut plus bas. On reconnaît bien l'interaction que l'on a avec, comment dirais-je, les moyennes mobiles, donc 7 jours en bleu turquois et 30 jours en rose fuchsia. On voit qu'on est sous les moyennes mobiles, mouvement à l'horizontale. On a notre interaction avec la première moyenne mobile, donc là dans la zone des 7400, donc celle de 7 jours, chose qui est faite, on évolue légèrement au-dessus de cette moyenne mobile et on tente de couvrir le gap que l'on a entre les deux. Donc là, l'écart qu'on a entre la moyenne de 7 jours et celle de 30 jours, chose qui a été faite ici lorsqu'on s'est rapproché des 7900, comme on le voit, mais on a directement été rejeté. Donc voilà en gros ce qu'on est en train de voir. Donc on a pratiquement maintenant, on s'attend à quoi?
comme on le voit ici, avoir une interaction complète. Vous voyez ici, on a flirté avec la moyenne mobile de 30 jours de la même manière que ce que l'on voit là, mais ensuite, la moyenne mobile a poursuivi sa course vers le bas en maintenant son inclinaison de 45 degrés vers le sud, et c'est là qu'elle a rencontré le prix. Donc, on avait déjà un mouvement horizontal, chose qu'on pourrait voir ici aussi. Donc, on a un spread qui va de 6800 à 7800, donc on pourra avoir cette continuité de mouvement à l'horizontale et voir la moyenne mobile atteindre la zone de prix. Et bien évidemment, on pense à une convergence entre les deux moyennes mobiles, comme on l'a vu ici, et donc là, ça peut être la zone des 7600 ou 7500. Donc, on s'attend à avoir un long mouvement à l'horizontale. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, ça, ce sont les déclarations du président chinois. Voilà ce que ça fait pour le BTC. Maintenant, comme je disais en début d'émission, qu'est-ce qu'on a maintenant pour le BTC? Où est ce catalyseur? Si on n'en a pas, on maintiendrait le cours. Donc, le cours et le momentum que l'on voit, bah, c'est un cours baissier, donc un canal baissier. Donc là, on s'attend plus ou moins à interaction, prix, moyenne mobile, convergence, divergence des moyennes mobiles et chute des prix. Donc là, c'est la suite logique. Bien évidemment, on verra ce qui se passe, mais d'où vigilance. Donc voilà. On poursuit, Nadie, s'il te plaît. Les altcoins retiennent leur souffle en vue de futurs mouvements qui va bousculer le marché. Le hard fork Istanbul Ethereum est imminent et la stabilité des ERC20 en dépend. Ensuite, le déclin du hash rate du Litecoin soulève de solides questions post-halving et bien évidemment, comment se comportera le Bitcoin en amont à son halving prévu en mai 2020. Le sentiment est très mitigé et certains des plus grands pools miniers voient une plus grande centralisation du mining et un prix flat pour le Bitcoin. Yes, un grand merci. Donc ici, il y a pas mal de choses. Donc rappelez-vous le hard fork Istanbul prévu pour Ethereum. Donc dans cette phase qui va l'amener vers l'Ethereum 2.0, mais on passera par le Ethereum 1.x. Et on a le Istanbul hard fork qui normalement était prévu pour le 7 décembre. Donc là, c'est dans les 24 heures que l'on aurait maintenant. Donc en vue de cela, il y a déjà pas mal de mesures qui ont été prises à travers les pourvoyeurs de services, wallet, exchange, etc., etc. Et on a envie de voir, bah, tiens, est-ce que les implémentations vont être bien faites? Donc là, en gros, on retient notre souffle par rapport à ça. D'où Ethereum aux 150 $, c'est ultra important. Ethereum, comme on l'a bien dit, c'est la maman des ERC20. Donc, des comme le BATS, le Funfair, le Maker, etc., etc., et pas mal d'autres choses. Donc, on verra bien évidemment ça, comment ça va être fait et comment ça va impacter cela. Pourquoi c'est ultra important ce point? L'année dernière, beaucoup de gens ne le savaient pas. Au 15 novembre, lorsqu'on a eu cette méga chute, il n'y avait pas que le hard fork BCH avec BSV, mais il y avait encore pas mal de choses. Il y avait aussi Ethereum et les ERC20 et encore pas mal de choses qui se passaient dans cet écosystème. Maintenant, bah, encore une fois, ça peut être un catalyseur qui est négatif si toutefois les choses ne sont pas bien gérées, pas bien implémentées ou s'il y aurait un problème. Donc là, voilà ce qui se passe. Point numéro 2, maintenant, on retourne au Litecoin. On voit que le Litecoin, depuis, on va dire, post-halving, on a vu son hash rate baisser. Peu de hash rate veut dire réseau pas très sécurisé, les mineurs qui abandonnent cela parce que si, parce que ça, parce que ça. Donc là, mille et une raisons. Principalement, une raison, c'est quoi? Les profits. Pourquoi va-t-on gaspiller d'énergie et envoyer du hash rate à un réseau comment dirais-je, dans lequel il y a un manque à gagner? Donc ça, c'est une des idées, j'ai bien dit une des idées. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? On se dit, bah, tiens, si on voit cela avec le Litecoin et que c'est l'équivalent, entre parenthèses, de ce qui pourrait se passer lors du halving BTC, bien évidemment, BTC a un autre degré et une autre perspective pardon, et perception aussi psychologique dans l'écosystème crypto. Donc on se dit, bah, tiens, est-ce que ça pourrait ressembler à cela? Donc rappelez-vous, on utilise un peu ce qui s'est passé avec le halving Litecoin et on se dit, tiens, est-ce que ça pourrait donner ça aussi avec le BTC? Bien évidemment, Bitcoin, comme je dis bien et je le répète, c'est un autre monument et c'est quelque chose de très important dans l'écosystème crypto. Mais en interne, on a vu pas mal d'interventions de mineurs, donc de gros pools miniers, donc là, Antpool, BTC.com, enfin tous ceux de Bitmain et encore d'autres pools, et parler un peu de ce qu'ils voient par rapport à cela. Y aura-t-il une guerre de hash rate? Qu'est-ce qui va se passer? Et en gros, ils étaient unanimes sur quelque chose, donc à plus de 70%, c'est centralisation du mining, ce qui fait qu'il y aura pas mal de petits joueurs qui vont être éliminés, il n'y aura que les gros pools miniers, ce qui fait que le hash rate va être pourvu par une poignée de mineurs. Donc là, on sait bien que Bitmain va se maintenir et encore d'autres gros miniers, donc principalement tout ce qui est asiatique et russe. Et d'un autre côté, bah, qu'est-ce qui va se passer au niveau du prix du Bitcoin? Pour eux, ils ne voient pas grand changement à ce niveau-là. Rappelez-vous que maintenant, il y a beaucoup de spéculation par rapport à cela. Donc, il y aura du FUD et du FOMO en amont à ce halving qui est prévu au courant du mois de mai. Donc ça, c'est une chose qui est super clé. Maintenant, on verra comment tout ça va impacter le marché crypto parce que c'est l'événement majeur. Donc là, rappelez-vous, en 2019, on avait pas mal de choses, la SEC, les ETF,
le BACT, Fidelity ici, ça, la Horde va venir. Donc la Horde, c'est quoi? Ce sont les banquiers d'investissement et tous les investisseurs traditionnels de Wall Street qui vont venir avec leur trilliard de dollars. Rien du tout. On a vu que leurs trilliards de dollars se sont maintenus dans le stock market. On voit où est le stock market. Mais crypto, comme je l'ai dit au début, pas mal d'entités ont commencé à réduire les effectifs en termes de recherche et développement de tout ce qui est blockchain. Rappelez-vous, hein, et d'un autre côté, en Asie, on voit plutôt que là, on est en train de renforcer le tout. Et on a vu pas mal d'affinités entre le secteur privé et public et les blockchains publics comme Neo, Bytom, Yoast, etc., Evochain être super, super utilisés. Donc ça, c'est des points qui sont super clés qu'on doit regarder. Comment ça va impacter le marché pour cette fin de 2019 et surtout 2020, dans le premier semestre 2020, ça va être super, super important de voir ce qui va se passer. Donc, ça va générer de la volatilité et donc il y a des choses à faire ici, un temps au niveau de la spéculation et pour finir nos stratégies pour pouvoir accumuler pour ceux qui vont accumuler. Donc, voilà. Donc, on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Alors, ETH-USD, graphique ETH. Yes. Alors ici, on regarde ce qui se passe avec le TH parce que c'est très important. Vous avez bien vu qu'on est en train de retenir notre souffle et ce qui va se passer au niveau 7 décembre. Donc là, ça va être, on verra quand est-ce que ça va se passer. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est très important. Ethereum, lorsqu'il y avait quelques autres implémentations, si je me souviens bien, c'est Saint-Pétersbourg, etc., ça avait déjà été remis, ça avait été retardé, il y avait ci, il y avait ça, donc ce n'était pas spécialement quelque chose qui avait été bien, bien, bien synchronisé. Donc maintenant, on verra ce qui va se passer. Sans oublier qu'Ethereum aussi, au niveau interne, au niveau de la fondation, il y a eu un problème avec Virgil Griffiths qui avait été arrêté parce qu'il a participé à une conférence en Corée du Nord, etc., etc. Donc, il a été arrêté lorsqu'il est revenu à LAX aux États-Unis. Donc, voilà. Donc là, est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce que si, est-ce que ça? On a vu que pour le moment, pas grand-chose. Mais rappelez-vous, hein, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Donc, vaut mieux être prévoyant. Donc, on pourrait voir ici de la volatilité. Donc là, le prix monter, pourquoi pas, ou descendre. Lorsqu'on regarde les choses au niveau technique, on se rend compte d'une chose. On a cette zone des 140 $. On a la moyenne mobile bleu turquoise, donc celle qui représente celle de 7 jours. On a le prix qui est en plein dedans. Donc, on a cette grande bougie rouge et on voit que le prix évolue à l'horizontale. Donc, on a plus ou moins le même patron. Hein. Donc là, et ici encore une fois. Donc, on s'attend à voir cela. Comme on l'a vu avec le BTC, c'est quoi? C'est couvrir l'écart qu'on a entre celle de la moyenne mobile de 7 jours et celle de 30 jours. Donc, on a le potentiel de pouvoir monter jusque la zone des 165. Et si on prend un chiffre rond, ce serait premièrement les 160 $ et deuxièmement les 170 $. Donc, dans un premier temps, les 160 $, vous voyez qu'on a déjà rejeté ce niveau. Maintenant, pourquoi pas un retour à cette zone. Mais on constate que la moyenne Ross-Fuchsia, donc celle de 30 jours, plonge en direction de cette région. On regarde le volume et on voit que le volume est inexistant. Donc, rappelez-vous, donc là, c'est le calme avant la tempête. Est-ce qu'on pourrait voir un retour du volume, que ce soit haussier ou baissier, mais en gros, ça se traduira par quoi? De la volatilité. Donc ça, en gros, c'est ce qu'on pense qui pourrait arriver avec Ethereum. Donc, attention ici à ce qui pourrait se passer. Donc là, si on maintient le mouvement horizontal, on aura un mouvement le prix va évoluer entre les 140 $ et 160 $. Et si toutefois on a une continuité du mouvement baissier, vu qu'on voit qu'on a des hauts au plus bas, et pourquoi pas ici à notre point pivot et générer encore un autre haut plus bas, on aurait le prix clairement en dessous des 140 $ en direction vers des 130 $. Donc voilà, on poursuit, Nadie. LTC-USD, graphique LTC. Yes, donc le Litecoin, super, super intéressant, vu qu'on en parlait par rapport au halving, etc., etc. Et on regarde un peu son price action et qu'est-ce qui est en train de se passer. On voit que Litecoin avait un niveau clé, donc la zone des 52 $, comme on le voit ici, donc niveau maintenant où se trouve la moyenne mobile de 30 jours. Et donc là, c'est proche du niveau psychologique des 50 $. On voit clairement que depuis que le Litecoin à maintes reprises a déjà tenté de perforer ce niveau, chose qui a été faite ici, on va dire aux alentours de la mi-novembre, perforé ici. Pardon, ça c'est fin octobre, mi-novembre encore une fois, et maintenant vous voyez qu'on évolue clairement sous ce niveau et on peine à retrouver, on va dire, cette zone des 50 $. Donc maintenant, encore une fois, comme on l'a vu avec pas mal de crypto aujourd'hui, c'est ce mouvement à l'horizontale. Donc là, combler l'écart, donc pourquoi pas tenter de retester les 50 $, mais si cette chose n'est pas faite, ou même si on le fait et qu'on maintient le patron ce canal baissier, avoir un haut plus bas, un autre haut plus bas dans cette région, et donc là encore en générer un autre, au même titre que cela, ce serait faire des bas plus bas et un bas plus bas, clairement on verrait un LTC qui serait baissier. Donc, mais du moins, on s'attend à une chose, encore une fois, je le répète, volatilité, elle peut s'inviter. Si on n'a pas de volatilité, comme ceci, mouvement à l'horizontale. On poursuit, Nadie, s'il te plaît. Alors, NEO-USD, graphique NEO. Yes, et pour finir, le NEO, comme on l'a vu, donc là, NEO, on a voulu le maintenir dans cette série. Pourquoi? Parce que spécifiquement ici, on avait fait des projections de prix par rapport à cela. Donc, une fois
qu'on avait atteint la zone des 13-14 $, on parlait d'un retracement et ça fait exactement ce qu'on avait anticipé. Rappelez-vous que le but du jeu ici, c'est ça, c'est anticiper. Ça ne sert à rien de commenter quelque chose après que ce soit passé, commencer à tracer des lignes dans un graphique. Non, nous, on prend position avant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en termes d'accumulation un peu plus bas? Donc, une opération spéculative. Donc, on ne savait pas que le président allait parler, mais une fois qu'on a eu ce mouvement, il y avait quelque chose à faire en termes de quoi? Si on n'aurait pas les déclarations du président, ça allait faire quoi? Donc, du président Xi Jinping, on allait sans doute avoir un néo qui serait bien plus bas. Donc, lorsqu'on voit cela et qu'on voit bien qu'il n'y avait pas, on va dire, de socle et de fondation fondamentale solide, on voit que le mouvement se transforme en mouvement spéculatif. Et donc là, on voyait un retracement. Et donc, la chose qui était faite, aller des 14 $, retester les 10 $ et maintenant évoluer en dessous des 10 $, comme on le voit récupérer la zone des 9 $ et les 8,74 $ plus ou moins. Ce niveau de support, encore une fois support, et maintenant on s'attend à quoi? Bien évidemment, elle est bien plus bas. Mais en attendant, on pourrait voir quoi? Une réduction du spread entre les deux moyennes mobiles, 7 jours et 30 jours. Donc ici, c'est réduire cet écart et une intervention et une connexion entre le prix et les moyennes mobiles et les moyennes mobiles entre elles-mêmes. Donc ça peut être fait dans la zone sous les 10 $ et en même temps, si on voit la continuité de la baisse du marché, si le marché est frappé à la baisse, chose à laquelle on s'attend d'ici la fin de l'année, donc d'ici le 31 décembre, 23h59 et 59 secondes, on pourrait voir le prix être bien plus bas et évoluer sous la zone des 8 $ et pourquoi pas revenir dans cette zone de bottom, donc les bas qu'on atteint ici, la zone des 7 $. Donc voilà, en gros, ce qu'on pourrait voir pour le Néo. Donc là, il y a toujours pas mal de choses à faire. Donc c'est quoi ici? Principalement des opérations short, donc des ventes à découvert. Donc voilà, en gros, donc dans la continuité de ce qu'on avait déjà analysé au début, parce qu'on avait le Néo dans cette zone des 14 $ et pourquoi pas encore une fois ici. Donc là, voilà en gros ce qu'on peut constater par rapport aux projets qui, en mon humble opinion, réellement vont générer des mouvements et du moins, comment dirais-je, nous donnent un peu quelques signaux de la santé psychologique de l'écosystème et on voit que c'est faible maintenant. Ouais, on n'a plus les déclarations, on n'a plus ci, on n'a plus ça. On a des points clés, donc Ethereum, l'introduction de l'implémentation du hard fork Istanbul, Bitcoin, qu'est-ce qui se passe en termes de prix, comment ça évolue, les marchés et tout ça et tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que l'on pourrait voir ici qui, réellement, si on doit peser le tout sur une balance, pourrait impacter le marché de manière négative plutôt que positive. Donc, voilà en gros ce qu'on avait comme rétrospective pour vous pour cette semaine-ci. Et d'un autre côté, n'oubliez pas que sur la chaîne, déjà notre chaîne YouTube et à partir de notre page web officielle, le www.institume.com, il y a une semaine d'émissions qui ont été déclassées, donc là, des émissions d'intégralité, afin de pouvoir voir ce qui se fait au quotidien. Donc, tous les jours, on a nos suivis, donc privacité, banque paiement, plateforme diverse 1, plateforme diverse 2, crypto de privacité, les blockchains, on a 2 émissions spécifiques sur les plateformes blockchain. On a les digital currencies avec le Bitcoin, etc., etc. Donc, il y a une semaine d'émissions qui ont été déclassées donc, en intégralité. Donc, on suit 50 cryptos chaque semaine, plus une émission spéciale, donc un focus report que l'on fait une fois par mois, une fois par trimestre, qui est disponible aussi en intégralité. Donc là, venez et regardez-les, comme ça vous allez voir ce qui se passe, ce qu'on fait en interne tous les jours. Donc là, on a une vidéo tous les jours. Donc là, on a plus de, je peux dire, pratiquement 400 émissions par année. Chaque jour, on a une vidéo. Et par rapport à cela, il y a des promotions qui sont faites pour l'année 2020. Donc là, des promotions qui sont valables jusqu'au 31 décembre. Donc là, pour nos CryptoBlock News, donc vidéos quotidiennes, Global Block qui comprennent les vidéos quotidiennes plus les rapports trimestriels et le Full Stream dans lesquels, en plus des vidéos quotidiennes et des rapports trimestriels, Global Crypto Research, on a les VAM Reports, donc Virtual Autonomous Asset Management, où on plonge en détail et on a des thèses d'investissement dans une catégorie clé. Donc, par exemple, la IA, le cloud et qu'est-ce qui est fait dans les compagnies publiques avec les blockchains publiques et comment générer des idées, avoir des thèses et des idées d'investissement ici. Donc voilà tout ce qui est fait. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura quelques petits sommaires qui vont être faits donc chaque jour. Donc là, j'annonce déjà cela. Donc on aura des sommaires qui vont être faits donc tous les jours. Comment dirais-je, en parallèle à nos émissions privées, il y aura un petit 10 minutes, pas plus, où on va faire un sommaire de ce qui se passe au quotidien en termes de prix et de news, on va dire, importantes et impactantes chaque jour. Donc là, voilà en gros ce que moi je vais assurer. Et avec Nadi, chaque vendredi, samedi, on aura notre rétrospective weekly. Et il y aura aussi quelques émissions pour le canal public, donc une émission spécifique sur les dérivés, donc le trading des dérivés au sein de l'écosystème crypto, et plus encore si jamais il y a quelque chose d'intéressant qui nous tombe sous la main. Donc voilà, pour moi, c'est tout. Donc, Nadi, le mot de la fin, c'est pour toi. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, s'il y a de nouveaux abonnés, bienvenue. Et surtout, prudence sur les marchés. Voilà. Et à la semaine prochaine. Au revoir.
Yes, comme on l'a dit, ben, prudence sur les marchés, donc on se maintient ultra focus. Ce qui est avec nous au quotidien, ben, on se retrouve au quotidien lors de nos émissions Cryptoloc News. Et pour tout le monde, eh ben, à partir de la semaine prochaine, il y aura quelques interventions, comme j'ai dit déjà de ma part, au quotidien, très brèves, très courtes, juste pour faire le résumé de ce qu'on a en journée. Donc, ce sera plutôt en fin de journée, donc la heure de Paris, 23h minuit, donc super, super tard, pour commenter un peu les faits marquants de la journée. Donc voilà, un grand merci à tous, bon week-end et à demain. Ciao, ciao, bye bye, merci.